possible de vous rapprocher et d'aussi prendre les places du milieu pour laisser un peu plus de place. Nous nous attendons à avoir quelques retardataires cet après-midi. Nous vous invitons aussi à poser vos questions par l'application. Nous voyons toutes les questions, mais nous n'avons pas moyen de répondre aux questions sur l'application. Nous avons un volume important de questions et nous allons peut-être combiner certaines questions par souci d'efficacité. Si on ne pose pas votre question, ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas, et ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas vu, mais c'est parce que nous devons être efficaces. Nous avons deux conférencières extraordinaires pour cette séance. Nous allons commencer avec Dr. Paige Morehouse. Elle est gériatre de l'Université Dalhousie. Nous sommes très heureux et heureuses de l'avoir parmi nous. Paige va rester pour la deuxième partie de cet après-midi. Notre deuxième conférencière est Dr. Romaine Gallagher. Elle est de la Colombie-Britannique. Nous allons entendre les deux présentations avant de répondre aux questions. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue de nouveau après la pause du repas. J'aurai une présentation en deux parties au sujet des personnes âgées fragiles. Je m'excuse, nous n'avions pas la bonne présentation. Je dois appuyer sur un certain bouton. Pouvez-vous mettre la présentation partie 1 plutôt que la partie 2? Voilà la présentation. Très bien. Voici la partie 1. C'est une présentation très sombre. Voici le bouton pour la diapositive suivante. J'aurais dû suivre une classe de maître sur l'utilisation de la télécommande. Voici ma déclaration de conflit d'intérêts. Ma partenaire, Laurie Mallory, et moi-même avons créé le programme PATH, un programme thérapeutique pour les personnes âgées fragiles. Je ne parlerai pas beaucoup du modèle aujourd'hui, mais je vais parler des idées qui ont mené à la création du modèle et je vais partager des outils qui ont été créés par l'équipe de PATH. Voici certains objectifs de ma présentation. Nous allons regarder des définitions cliniques de la fragilité. Nous allons nous familiariser avec le cycle de la fragilité. Nous allons parler des défis communs dans les soins de qualité pour la fragilité et nous allons vous laisser 4 conseils pour l'intégration de la fragilité dans vos soins. Nous allons suivre ces critères suivants. CanMed, je vais commencer avec la visée. Lorsque nous parlons de soins palliatifs et de la fragilité en général, nous sommes souvent inquiets de glisser vers la médecine agiste ou la médecine nihiliste. C'est une inquiétude que nous avons couramment. En songeant à quoi ressemblent les bons soins de fragilité, la fragilité n'est pas un prétexte pour ne pas offrir des soins de qualité. C'est une bonne raison d'offrir des soins holistiques visant à répondre aux grandes questions de santé de la personne. Nous voulons offrir des soins pour répondre à des objectifs généraux du patient, des soins très personnalisés et des soins délibérés.
est intentionnel selon les valeurs des patients ou de leur tuteur ou de leur personne, leurs soignants, pour pouvoir s'attaquer ou pouvoir répondre aux besoins d'une santé en déclin. Voici certains défis qui nous retiennent en tant que prestataires de soins. Je vais m'attarder au premier défi. Nous avons des difficultés à avoir un consensus sur la signification de la fragilité pour les soins aux patients. L'une des difficultés avec la fragilité, c'est que c'est un mot qu'on apprend très jeune. Nous avons une image qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à la fragilité. Mais maintenant, nous voulons reprendre ce mot et y rattacher une signification clinique et pronostique. Si vous demandez à des gériatres, et les gériatres vont définir la fragilité qui est d'une certaine façon, mais les gériatres n'ont pas une définition commune de la fragilité pour déterminer si une personne est fragile ou non. Est-ce qu'il y a des stades de fragilité? Est-ce que la fragilité est réversible? Et quel est le rôle de la fragilité dans les soins cliniques? Je vais vous présenter la façon dont j'aborde la fragilité dans les soins cliniques et je veux vous donner des constructions significatives que vous pouvez utiliser dans vos propres soins. Nous voulons être sur la même longueur d'onde, donc je présente ma définition. La fragilité est la vulnérabilité de base liée à la perte de réserve de capacité qui résulte de l'accumulation d'éléments de stress sur la santé au fil de la vie. Ça peut se présenter de différentes façons. La fragilité peut se présenter par des problèmes cognitifs, des problèmes de mobilité, un fonctionnement en déclin ou une combinaison de ces trois choses. C'est aussi un aspect de la vulnérabilité qui ne sera pas abordé par une seule intervention. S'il y a de l'arthrite grave dans le genou, la personne ne peut pas se déplacer à pied, et il y a une intervention au genou, ce qui permet à la personne de marcher encore. La fragilité est la partie de la vulnérabilité qui ne sera pas éliminée par cette intervention unique. C'est un peu théorique. Je vais essayer de vous donner d'autres exemples en présentant certains cas durant cette séance et la prochaine séance. Je vais parler de la physiologie de la fragilité. J'ai parlé de capacité de réserve. Notre capacité de réserve est notre capacité innée de répondre à un élément stressant ou un stresseur. Ça peut être un stresseur physique, mental ou social. La perte d'un conjoint, une conjointe, par exemple. Les stresseurs peuvent être graves ou chroniques. Ça peut être la pneumonie il y a 20 ans ou ça peut être le diabète de type 2. Ces stresseurs peuvent se produire au niveau cellulaire, des organes, de l'organisme et dans la société, ainsi que la capacité de réserve peut être sur tous ces plans. La vulnérabilité sociale est une construction assez robuste et une façon de comprendre la fragilité. La capacité de réserve dépend de la redondance physiologique. Si une partie de l'organisme a des difficultés, il y a d'autres aspects de l'organisme qui peuvent compenser pour maintenir l'organisme dans l'ensemble en homéostase, comme la cascade de coagulation. Je me demandais pourquoi c'était aussi compliqué quand j'étais une étudiante en médecine. La même chose pour les systèmes endocriniens, mais aussi c'est vrai pour les relations sociales. Sans cette redondance, nous pourrions mourir. Lorsque nous n'avons plus la redondance et continuons d'avoir des stresseurs de santé, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux stresseurs et nous ne pouvons pas nous rétablir du stresseur. Donc, la redondance semble nécessaire pour bien vieillir. Est-ce que c'est une ressource limitée? On ne sait pas. Peut-être que c'est limité, peut-être que c'est renouvelable. On ne le sait pas. Il y a différentes façons de catégoriser la fragilité ou de détecter la fragilité. L'une des façons les plus grandes, c'est le phénotype clinique de la fragilité, ce qui inclut 5 caractéristiques. Le phénotype clinique de la fragilité. Si vous en avez 3 sur 5, vous êtes fragile. 2 sur 5, vous êtes en pré-fragilité, ce qui a été validé par des grands ensembles de données. Il y a une difficulté avec cette définition. C'est très physique comme définition, comme vous le voyez, et ça ne tient pas compte des aspects sociaux de la fragilité ou l'aspect cognitif de la fragilité. Donc, je vais me concentrer sur l'échelle de fragilité clinique. C'est une échelle de 1 à 9 développée par Ken Rockwood, un gériatre à l'Université Dalhousie. Tout le monde peut se situer sur cette échelle. Vous pouvez déterminer immédiatement votre niveau de fragilité. Nous avons le niveau 1, en grande santé, sans contrainte et l'exercice régulier, jusqu'à numéro 9,
où les personnes dépendent des autres personnes pour tous les aspects de leur vie. L'échelle originale de Ken à le niveau 9 pour les personnes qui ont une espérance de vie de moins de 6 mois, peu importe leur catégorie de fragilité. Je m'obstinais beaucoup avec Ken. On devrait vraiment inclure le niveau 9. Et je pense que l'auditoire ici, qui connaît très bien l'échelle de performance palliatif, même si vous n'êtes pas fragile, mais si vous avez une progression durant votre pronostic de 6 mois, votre fonctionnement va évoluer au fil de ce temps. Vous allez progresser par ces stades de vulnérabilité et ces stades de fragilité. Donc, je pense que les niveaux 1 à 8 incluent tout le monde. Mais nous allons concentrer sur les niveaux 5 à 8, d'un peu fragile à gravement fragile. Les personnes qui sont fragiles ont besoin d'aide avec des instruments pour leurs activités quotidiennes. Ce qu'il vous faut, que ce soit à conduire, service bancaire, à cuisiner et autres. Les personnes qui sont moyennement fragiles ont besoin d'aide pour ces choses de tous les jours et ont besoin de petits rappels pour des activités de base quotidiennes. Ces activités qu'on doit réaliser tous les jours pour nous rendre à l'école à l'âge de 7 ans, la capacité de s'habiller, la capacité de se laver. Les personnes qui sont gravement fragiles ont besoin d'aide concrète ou pratique pour des aspects physiques ou des aspects cognitifs de ces activités de base quotidiennes. Ça vous donne un survol rapide de l'échelle de fragilité clinique, ce qui a été beaucoup validé auprès de différentes populations. Et j'y reviendrai sous peu. Voici d'autres descripteurs de la fragilité. La fragilité est une caractéristique de base. Ça décrit la vulnérabilité de base d'une personne ou le risque de base. On le mesure selon la santé habituelle d'une personne. Ce qui serait la personne dans son état quelques semaines avant la crise de santé aiguë qui a amené la personne à l'urgence ou à l'hôpital. On ne mesure pas la fragilité selon le fonctionnement d'une personne en jaquette à l'hôpital. C'est aussi un indicateur de pronostic clé. Nous savons que si on regarde à la présence de fragilité par rapport à l'absence de fragilité dans différentes populations, dans différentes régions, dans différentes interventions, la présence de fragilité est associée à des mauvais résultats de santé et des résultats de santé qui sont importants pour les patients. Est-ce que les patients ont besoin de soins à long terme, des complications, des chutes, des mauvaises réactions, des médicaments? Et quand les personnes vont pouvoir s'en remettre avec des interventions normales. Ici, par exemple, une personne qui a une fragilité aura 25 fois plus de risque de décès après une chirurgie cardiovasculaire. On peut aussi calculer la fragilité. On voit l'association de fragilité avec le prolongement d'hospitalisation et la remise par rapport à différentes plaies. Et la fragilité est progressive. Nous espérons que les choses vont changer un jour, alors que certaines interventions peuvent améliorer les caractéristiques de la fragilité, par exemple, d'offrir une aide à la marche pour améliorer la vulnérabilité. Les déficits sous-jacents qui ont créé cette vulnérabilité de mobilité vont poursuivre de s'accumuler alors que la personne vieillit. Je sais qu'il y a des idées entourant l'inversion de la fragilité, où est-ce qu'on peut réduire la fragilité de certaines personnes fragiles. Nous sommes encore en train de modifier la présentation clinique de la fragilité, mais on ne veut pas nécessairement prévenir ou éliminer la fragilité avec les interventions. Et plus on est frêle avec cette maladie grave ou la crise sanitaire grave, plus il est probable qu'une personne a une fragilité accentuée à la fin. En rassemblant tous ces éléments, on vient se rendre compte que la fragilité est le sous-produit de la gestion optimale de maladies chroniques durant la vie. Voilà, pour toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine depuis 20 ou 30 ans, vous avez constaté qu'il y a plus de fragilité qu'avant. Les patients de soins de santé de longue durée ne sont plus du tout ceux qu'on avait il y a longtemps. Ces patients sont rendus plus complexes et plus fragiles parce que nous avons amélioré notre gestion de maladies chroniques et les personnes survivent pour accumuler d'autres problèmes de santé. Je vais maintenant parler du cycle de fragilité. Je vais parler de l'intégration du cycle dans vos discussions avec des patients et leurs familles.
C'est une représentation un peu différente de la courbe que nous avons vue dans l'insuffisance cardiaque et dans la discussion sur les maladies hépatiques. Il peut y avoir un nouveau problème de santé ou un ancien problème de santé qui ressurgit, comme la défaillance cardiaque, lorsque le patient est en soins aigus ou dans le bureau du médecin, et on applique ces normes de soins pour cette maladie. Un patient va vivre un rétablissement peut-être incomplet de cette crise de santé aiguë. Et euh, le degré auquel on ne se remet pas dépend de la fragilité avant la crise. On a toujours une idée qu'on va vivre jusqu'à un âge mûr et on va décéder dans notre sommeil avec cette courbe qui va vers le décès. Mais pour la réalité des personnes, la plupart des gens vont passer par ce cycle de fragilité à plusieurs reprises dans cette trajectoire de fin de vie. Nous avons vu différentes versions de cette courbe pour la défaillance cardiaque et la maladie hépatique. Cependant, j'aimerais vous expliquer certaines choses en détail. J'ai pris le cycle de fragilité ici et je l'ai ajouté sur un tableau de fonctionnement au fil du temps. En vert, c'est une stabilité relative. Les périodes rouges, c'est les périodes de crise aiguë et le jaune serait les périodes de rétablissement ou de réadaptation. Alors qu'une personne progresse dans la fragilité, il y a moins de temps passé dans les zones vertes, les zones stables. La fréquence et l'intensité de ces crises de santé aiguë devient plus prévalente. Et voici une chose qui est un peu différente que les autres courbes que nous avons vues jusqu'à présent. Si vous aviez uniquement un déclin stable mais constant, la remise après une crise de santé, votre fonctionnement serait où vous voyez la flèche rouge. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien en dessous de la flèche rouge. Si le rétablissement est un peu comme l'inversion, voilà où la courbe se rendrait lors de la rémission. En médecine aiguë, vous demandez à des équipes multidisciplinaires quel est l'objectif. Les membres d'équipe, on veut que les patients puissent reprendre les activités qu'ils faisaient avant. C'est un objectif louable. Mais la réalité avec la fragilité, c'est un peu différent. La rémission incomplète est beaucoup plus prévalente que ce qu'on aime croire. Récemment, j'ai fait une expérience dans notre unité d'évaluation de gériatrie. J'ai calculé la fragilité de base à l'arrivée d'un patient. Et pour les personnes qui pouvaient atteindre une nouvelle base avant le congé, nous avons réévalué la fragilité. Dans notre unité d'évaluation gériatrique, les patients sont plus fragiles lorsqu'ils partent qu'ils n'étaient fragiles à l'arrivée. Et nous avons une équipe multidisciplinaire avec des gériatres. Nous faisons un bon travail, mais c'est difficile d'accepter que le coût de cette crise aiguë ait une plus grande fragilité et souvent une plus grande dépendance après la crise. Une autre façon de voir les choses, la crise aiguë peut prendre ce qui autrement aurait pris des mois de déclin graduel. Ça comprime ce déclin en un événement. Je parle de crise aiguë de santé, ça peut être la pneumonie, fracture du bassin, insuffisance quelconque, mais ça peut être aussi une intervention. Dans plusieurs cas, le coût de la survie et la fragilité incluent non seulement la souffrance durant la convalescence, mais aussi une nouvelle base ou une nouvelle ligne de base. C'est quelque chose qu'en médecine gériatrique, on n'a pas encore tout à fait compris. On parle de rester pris à établir un consensus sur la signification de la fragilité. Maintenant, je vais parler de notre modèle de soins de maladies à système unique et pourquoi il ne répond pas aux besoins de fragilité. Nous sommes très bons en médecine spécialisée avec un programme de soins pour chaque système d'organes et même pour les différentes maladies dans les systèmes d'organes. Ce qui manque dans ces programmes, c'est l'approche globale. Par conséquent, dans le dernier stade de la vie, on n'a pas suffisamment de reconnaissance, mais nous savons que la majorité de nos patients ont différents problèmes de santé concomitants et la fragilité est la règle plutôt que l'exception.
Et régler un problème de santé peut aggraver d'autres problèmes de santé. Quand on regarde la situation réelle d'un patient, nous avons pris l'exemple d'une femme de 88 ans qui avait toutes sortes de comorbidités chroniques, démence, anémie, maladie coronarienne, diabète, MPOC, perte de poids. Vous avez rencontré cette femme sans doute dans vos carrières? Nous avons regardé comment nous avons géré ses soins. En tant que patiente ambulatoire, elle a un prestataire de base avec une stratégie fondée sur la prévention de chaque maladie chronique, un peu comme à l'urgence. Il y a différentes évaluations, des interventions qui ciblent chaque crise individuelle. Si elle est hospitalisée, elle a son médecin et des consultants qui font leur évaluation et font leurs propres recommandations. S'il est chanceuse, elle a aussi une équipe pluridisciplinaire qui a aussi une part de ce graphique circulaire qui regarde les enjeux sociaux, les enjeux physiques. Et chaque spécialiste va faire son évaluation et aura sa série de recommandations. Ce qui arrive avec cette patiente, elle a une grande évaluation, mais nulle part où aller. Nous avons toutes sortes d'évaluations. Nous passons 90 de notre temps à faire ces évaluations. Une personne sur l'équipe de santé, c'est à quoi ressemble l'évaluation de l'autre, ce qui mène à ces mauvais résultats. Surtout une mauvaise expérience de soins pour cette personne. Dans bon nombre de cas, lorsqu'on manque le portrait d'ensemble, les patients, leurs familles ne comprennent pas exactement à quoi ressemble le pronostic de cette image d'ensemble. L'autre problème avec la médecine spécialisée, c'est qu'on voit qu'il y a un écart entre ce qu'on peut faire techniquement et ce qu'on devrait faire. Si on regarde l'histoire de la médecine gériatrique, il y a des indices importants pourquoi cette spécialisation est à une croisée des chemins dans la gestion de la fragilité. La médecine gériatrique a été créée en 1935 par Marjorie Warren, qui avait travaillé auprès de personnes âgées et elle voulait leur offrir des soins de réadaptation. Voilà comment on a créé la médecine gériatrique. Aujourd'hui, la médecine gériatrique a fait un très bon travail pour peaufiner l'art de réadaptation. Mais nous avons perdu quelque chose en cours de route. Nous avons perdu la compréhension de la mortalité de nos patients. Je vais demander de lever la main si vous êtes gériatre qui a aussi une formation en soins palliatifs. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez le travail de vous occuper des personnes les plus âgées de la population. Or, il n'y a pas de gériatres qui ont de formation en soins palliatifs. C'est très surprenant, selon moi. Nous avons maintenant cette lacune de soins. Nous avons des personnes qui répondent au traitement de réadaptation. C'est très bien que ce soit disponible pour ce segment de la population. Et nous avons des personnes qui meurent activement et nous avons des personnes qui sont entre les deux dans cette lacune de soins. La plupart des personnes âgées fragiles sont systématiquement exclues des études randomisées contrôlées qui servent à créer des lignes directrices. Et souvent, on utilise le consensus pour ces lignes directrices à maladie unique. Vous avez une personne devant vous qui ne ressemble pas du tout aux personnes dans l'étude randomisée contrôlée. Et ne ressemble pas aux personnes qui ont servi à créer les lignes directrices établies par consensus. Et on ne regarde pas les résultats de fonctionnement, on regarde la mortalité. La souffrance est presque jamais incluse dans notre description des soins normalisés. Et nous avons le décès par des milliers de lignes directrices. Nous avons un patient qui, selon les différentes lignes directrices, serait pertinent avec les différentes recommandations. Rien ne semble s'occuper des problèmes globaux ou avoir un aspect positif sur leur qualité de vie. Ce n'est rien de nouveau, ce n'est pas mon idée. Dame Cicely Saunders l'avait reconnu. Voici une citation lorsqu'elle était en fin de carrière. Elle avait dit que la médecine doit pouvoir répondre aux différentes dimensions de la personne. Avec la fragilité, nous sommes rendus où nous étions avant les soins palliatifs qui avaient été surtout créés pour traiter le cancer.
On évite le pronostic. S'il y a une incertitude pour une seule maladie unique, comment peut-on avoir des discussions lorsque les individus ont des grandes comorbidités? Il y a un manque de reconnaissance, de fragilité et de savoir à quoi ressemble le décès dans la fragilité. Nous allons retarder les soins de réconfort. On va offrir des soins futiles à des personnes à cause des mandats de médecine spécialisée, ce qui est aussi utilisé dans l'insensibilité quant aux besoins des personnes et de leurs familles. Dr. Goldstein en a un peu parlé plus tôt. Nous sommes si avancés dans le soin oncologique. Les patients connaissent leur diagnostic, leur pronostic et ont une participation active dans les différentes options de traitement, mais ce n'est pas nécessairement le cas à l'extérieur du cancer. Voici une étude qui a regardé 90 personnes dont les médecins pensaient qu'ils allaient mourir au cours de la prochaine année. Et nous avons regardé ce qu'était la compréhension des patients quant à leur pronostic. Ceux qui avaient le cancer, 71 savaient qu'il leur restait moins d'un an à vivre, mais pour les maladies cardiaques, seulement 19 en étaient conscients. Premier conseil, utilisez le cycle de fragilité. C'est un outil important pour discuter de la fragilité et à quoi ressemble la fragilité pour les patients et leurs familles. Comme on l'a mentionné dans d'autres présentations ce matin, les familles ont vécu la crise aiguë, la rémission incomplète, et se dire, maman n'a jamais été pareille depuis son hospitalisation. Elle n'est plus la même. Nous avons entendu cette phrase de différentes formes. On peut prendre le cycle de fragilité pour prendre un peu de recul et de reconnaître dans la crise aiguë, il y a une opportunité d'aider les patients et les familles naviguer le processus décisionnel afin de déterminer si ce soin qui a été conçu pour la rémission et prolonger la longévité est la bonne décision pour le ou la patiente. Je vais vous donner des techniques précises au cours de la prochaine séance. Deuxième conseil, aider les autres à augmenter leur compréhension de la souffrance. Évidemment, je prêche à la paroisse ici, mais il faut regarder au-delà des symptômes physiques pour la fragilité, surtout dans les soins aigus, et de déterminer à quel point c'est difficile pour une personne âgée fragile d'être hospitalisée. La médecine aiguë va se concentrer sur les symptômes physiques, mais on ne reconnaît pas nécessairement la réalité de l'hospitalisation, de ne pas pouvoir comprendre son environnement. Pourquoi il y a tant d'étrangers qui viennent à toutes les heures de la journée et maintenant ils portent des masques et des habits d'hôpitaux? Les lieux ne sont pas familiers. Où est la salle de bain? Il y a des barreaux qui empêchent de sortir du lit. Il y a aussi les difficultés spirituelles d'avoir une maladie aiguë, la perte d'indépendance et de pouvoir sur soi. Je trouve ça remarquable comment nous avons des diabétiques qui gèrent leur insuline et aussitôt qu'ils rentrent dans l'hôpital, on leur retire ce pouvoir. Nous allons nous occuper de votre insuline, comme si on savait mieux gérer leur glycémie que eux. Perte d'appétit, la capacité de manger ses mets favoris, l'isolement, et aussi ce sentiment de ne pas répondre aux attentes pour les fins de rétablissement de la santé. Convalescence avec la bouteille de Boost sur notre cabaret. Alors que la réalité, elle se sent pas assez bien pour se lever et n'est pas en mesure de retourner à la maison, mais on ne peut pas tenir cette conversation. Alors tout cela contribue à la souffrance, à la douleur. Je pense qu'on est confortable avec la souffrance en médecine. On fait des chirurgies majeures. On travaille quotidiennement avec l'inconfort. Donc, il y a une promesse ou une attente qu'ils vont bénéficier ou profiter d'une période prolongée de qualité de vie par la suite, tel que mentionné. Il n'y a pas d'essais ou d'expériences qui peuvent nous démontrer que cela va arriver. Alors, au lieu de ceci des chiffres, parlons en termes d'attente. Qu'est-ce que vous, dans votre expérience, quelles sont vos attentes? Et aussi la question surprise. Seriez-vous surpris si ce patient n'était pas en vie d'ici un an? Alors, on peut parler en termes d'attente sur le cycle de fragilité. En fragilité, il y aura une crise aiguë. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais lorsque ça a lieu, il y aura une nouvelle norme pour cette personne. Et
alors qu'ils avancent dans la fragilité, cette nouvelle norme ne sera pas aussi prometteuse qu'auparavant. Alors, sans convalescence, la souffrance peut perdre sa signification, surtout le temps passant à l'hôpital, alors que l'équipe attend pour les ramener à la situation qu'ils étaient avant cette crise aiguë. Et sans ligne de référence, donc si quelqu'un a un problème pulmonaire asymptomatique et on procède à des tests, des procédures, en croyant, c'est la norme à appliquer. Mais on ne pense pas souvent. Si la personne n'avait pas de symptômes pour commencer, quels sont les risques à lesquels on les expose et quelles sont les attentes raisonnables envers la nouvelle norme pour eux? Alors, on a parlé de 1 et 2. Maintenant, on va passer au manquement de reconnaître la démence comme un facteur clé. C'est un élément clé. Alors, pour revenir à notre échelle de fragilité, vous avez remarqué que dans ces discussions, les activités quotidiennes de la vie, on ne dit pas nécessairement pourquoi la personne a besoin d'aide, mais c'est bon de savoir lorsqu'on prend l'échelle de la fragilité et on s'y réfère et on voit les différents stades, vous allez voir qu'un patient avec un stade, au premier stade, ils ont une fragilité légère. Alors, plus ça avance, plus qu'ils deviennent dépendants des instruments pour les aider à maintenir leurs activités quotidiennes, surtout lorsqu'on parle de stade de démence. Donc, quelques points importants liés à la démence. Les gens souffrant de démence sont particulièrement vulnérables en soins aigus et ne répondent pas très bien au traitement dans un milieu non familier, dans un environnement de soins aigus, lorsqu'ils ont besoin d'une chirurgie. La démence, présentement, est une maladie non curable et réduit l'espérance de vie, mais souvent, on ne l'énumère pas sur notre liste de risques. C'est bon à savoir, mais on ne le met pas sur notre liste. Alors, il faut comprendre les bienfaits pour les gens qui considèrent les interventions pour leurs autres problèmes de santé. Parce que quand quelqu'un souffre de démence, lorsqu'on applique les normes de traitement pour toute autre condition qu'ils peuvent avoir, le mieux qu'on peut espérer, c'est augmenter l'espérance de vie et permettre aux gens d'être moins dans un état de démence entre les épisodes. Alors, on dévalorise la démence dans la souffrance. Quand on regarde quels médicaments sont efficaces pour le délirium, la répercussion de ces médicaments sur l'expérience de ce patient ou leurs soignants, les attentes au niveau du délire ou leur période d'agitation. Alors, périodiquement, on n'identifie pas la démence comme un facteur qui peut aggraver la condition du patient. Alors, lorsqu'on a développé le programme PATH, on a commencé à avoir ces plans de soins individualisés avec les patients. On a commencé à considérer comment on pourrait aider des domaines de soins où il n'y aurait peut-être pas cette compréhension de la fragilité. Comment les aider à identifier la fragilité lorsqu'elle est présente, surtout lorsqu'il y a des manquements au niveau cognitif. Et ici, ça a été développé sur des gériatres qui évaluaient des données d'une base de données. Donc, ils étaient au courant de stades de démence lorsqu'ils établissaient l'échelle de la fragilité. Mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance sur la démence sur l'échelle de fragilité. Alors, on a fait une étude qui ajoute cet élément.
Et nous avons développé une application parce qu'il y avait beaucoup de domaines de soins et on voulait l'intégrer dans ce service particulier. Donc, identifier la fragilité et qu'est-ce qui affecte la fragilité. On peut utiliser cette application à Google, sur un appareil Android, et cela vous sauve du temps parce que le soignant peut remplir l'évaluation et ça fournit une évaluation gériatrique. Alors, on combine cet outil avec l'échelle de fragilité et ça mène à un index de fragilité qui semble être l'instrument de mesure le plus précis pour la fragilité. Alors, lorsqu'on combine ces éléments, on peut préciser le niveau de fragilité. Un clinique pour les patients externes en néphrologie, ici, ont utilisé cet outil et 39% des patients ont failli la tâche de dessiner un cadran et 53% ont échoué le test de rappel. Alors, ça m'amène à un conseil peut-être un petit peu plus controversé. Lorsqu'on était à l'école en médecine, on nous a appris à faire attention à certains signes. Et dans les soins aigus, on sait qu'un tiers des patients dans les soins de santé aiguë ont la démence. Et il y en a qui ont la démence qui n'ont pas été diagnostiqués. Au moins un tiers ont souffre de délirium. Ça veut dire que la majorité des adultes dans une unité de soins aigus ont des problèmes au niveau de leur capacité. Aussi, des études ont été faites avec des gens qui souffraient de prédémence ou de problèmes légers cognitifs. Ça veut dire, bon, les fonctions vont bien, vous pouvez faire vos opérations bancaires, conduire votre auto, autre activité, mais vous avez peut-être un peu de difficulté sur votre test cognitif. Les gens qui ont le MC1 ont plus de difficultés avec certains aspects du processus de consentement. En particulier, ils ont plus de difficultés à comprendre les risques et les avantages d'un programme de soins individualisés qui leur est proposé. Mais ça, c'est un élément clé dans la participation du plan proposé. Lorsqu'on réfère les gens à notre modèle pour la prise de décision, la vaste majorité sont engagés dans leur plan de soins de santé. Mais lorsqu'ils souffrent de problèmes cognitifs, c'est juste la minorité qui peut participer dans leur plan de soins. Alors, regarde le cas de Mme T, 87 ans, elle vit seule. Elle souffre de sténose aortique sévère. Elle n'a pas d'autre système cardiaque. Elle a été approuvée pour TAVI, pour la greffe d'une valve aortique, qui est une façon moins invasive pour remplacer la valve aortique. Mais elle a souffert d'une fracture de la hanche un mois avant de la libérer pour ses problèmes de hanche. Elle a reçu un nouvel diagnostic de démence au stade modéré. Mais elle continuait à être celle qui prenait les décisions et à mener les décisions médicales. Elle a dit qu'elle voulait avoir la TAVI parce qu'elle avait peur que sans cela, elle souffrirait une crise. Et ceux qui connaissent le TAVI, vous savez que ça augmente vos chances d'avoir une crise cardiaque. Alors, après une évaluation et en genre avec, on a déterminé qu'elle manquait. Elle avait pas assez de jugement pour déterminer quels soins. Alors aussi, on a regardé ses problèmes de mobilité en clinique, voir si elle avait des problèmes de respiration. Et surprenant, ou sans surprise, avec beaucoup de patients qu'on voit, elle était limitée par une autre condition.
médical et il n'avait pas de symptômes après avoir marché 150 pieds. Donc, on a fait un diagnostic de sa démence et on en a parlé avec sa fille et un Tabby lui pourrait prolonger son espérance de vie, mais la démence allait progresser quand même et sa fille a dit, bon, ma mère ne voudrait pas ça. Elle a continué à bien aller. Elle n'avait pas de symptômes, mais sa démence a continué à progresser. Et cela affectait ses fonctions. Et une heure et demie plus tard, un an et demi plus tard, elle a souffert d'une autre condition et finalement a décédé. Alors, les gens qui reconnaissent la démence, même s'ils sont au courant, peuvent quand même gérer leurs soins, mais plus que ça avance, plus ça devient difficile. Et en assumant que tout le monde devrait prendre ses décisions sans regard aux aptitudes cognitives, ben, on cherche à maximiser la qualité de vie pour un temps plus court. Donc, cette patiente a décidé d'aller à l'encontre des normes de soins. Et les soins ne visaient pas la première raison pour laquelle elle est venue à l'hôpital. Alors, crise aiguë, rétablissement, aussi réduire la souffrance et parler des attentes. Personne n'a une boule de cristal, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, mais quelles sont vos attentes? Appréciez les démences comme un motivateur, un élément qui accentue la fragilité. Donc, la deuxième partie, après la pause, nous allons parler comment utiliser le concept avec la planification des soins. On va y aller étape par étape avec une liste dans une approche pour traiter de la fragilité. Merci. Bonjour. Alors, poursuivons. Je vais préparer ma présentation. Merci, Dr. Morehouse. Elle a parlé d'éléments que j'allais mentionner, donc ça va accélérer ma présentation. Moi, je vais parler particulièrement de la souffrance avec la démence et des approches pour gérer la douleur. J'ai pas de lien avec l'industrie. Je siège au Conseil canadien des physiciens. À la conclusion, on va pouvoir identifier des thèmes clés sur la souffrance, identifier la stigmatisation impliquée dans un diagnostic de démence, aussi comprendre le rôle palliatif et la gestion de la douleur. Voici une diapo qui est supposée être une farce, mais je ne comprends pas trop la farce. Alors, depuis longtemps, avant, c'était la magie, mais alors que la science avançait, en 1637, Descartes a publié ses propos sur la méthode scientifique. Et on peut convenir que ça a été utilisé pour dire que la meilleure façon de mesurer le bien-être d'un humain, d'une personne, c'est sa capacité de raisonnement. Donc, la perte de mémoire
de facultés cognitives s'opère avec l'avancement de l'âge. Et on disait qu'à partir de l'âge de 65 ans, le déclin débutait. Ce n'était pas vu comme une maladie et c'est pas avant que le docteur Alzheimer a fait rapport sur son patient, Auguste Deter. C'est en 1957, c'est une femme dans la cinquantaine qui a développé des problèmes cognitifs sévères. Elle avait des dépôts amyloïdes qu'il voyait dans des patients qui souffraient de démence sénile. Et là, c'est pour ça qu'on l'a appelé la maladie d'Alzheimer. Avec la technologie, on a pu démontrer qu'il n'y avait pas une grande corrélation entre les changements pathologiques dans le cerveau et le syndrome de la démence. Alors, il n'y avait pas de façon définitive pour le diagnostiquer. Alors, en cours de route, avec les avancements dans les soins médicaux à travers le 20e siècle, les gens vivaient plus longtemps. Et alors qu'ils vivaient plus longtemps, il y avait de plus en plus de personnes âgées, donc de plus en plus de gens éprouvaient une perte cognitive. Donc, les chercheurs, les représentants du gouvernement, les familles ont demandé de regarder, d'étudier ces maladies, de les financer, pour découvrir des remèdes à ces maladies. Et il y a eu un article rédigé par un neurologue qui disait qu'on devrait éliminer cette distinction entre présénile et sénile, ces deux conditions, et appeler ça la maladie d'Alzheimer. Et j'aime ça retourner dans l'histoire parce que ça aide à expliquer les choses. Peut-être que les critiques l'appelaient. Il y avait une démographie apocalyptique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une avalanche de personnes. Beaucoup de malades, il fallait trouver un traitement, une cure pour essayer d'éviter cette avalanche de démence qui affectait la génération des baby boomers. Les fonds ont été augmentés, mais ça a été investi sur des marqueurs de diagnostic, essayer de trouver des cures pour la maladie, mais très peu d'argent a été dépensé pour essayer d'améliorer la qualité des vies qui souffraient de démence ou pour fournir de l'éducation et du soutien. Donc, afin de savoir si les gens qui souffraient pouvaient être soignés. Cela a augmenté la stigmatisation des personnes qui avaient été diagnostiquées avec les démences. Même si on regarde ça aujourd'hui, voici, j'ai fait une recherche Google sur la démence et on dirait qu'il ne vous reste plus rien dans le coco. Ici, une personne sans visage, sans nom, qui erre dans un corridor. Et ici, c'est supposé être une chambre confortable qui se trouve dans une clinique d'infirmières spécialisées. Mais sa chambre semble une chambre quand même assez froide au niveau du décor. Alors, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est que les désordres dégénératrices du cerveau, même avec la création de groupes de soutien, si vous regardez la Société Alzheimer au Canada, qui a été fondée en 1998, le premier groupe de soutien pour personnes souffrant de la démence a été créé en 1993, et ce n'est qu'en 2003 qu'il y a eu un conseil formé
pour les personnes souffrant de démence. On considérait des facteurs distants qui affectaient ces personnes. Ce n'est que dans les dernières années qu'on s'est fié sur des gens qui souffraient de cette maladie pour comprendre leurs expériences, dont la stigmatisation. À l'effet que, on avait l'impression que les gens mouraient dans un corps vivant. C'était des personnes mortes. Alors, beaucoup de littérature qui étudie la perte cognitive. Et on commence à avoir plus d'informations. Et c'est important de se fier à cette information sur les personnes qui souffrent de démence. Et il y a un article intéressant qui a été publié en 2018 que j'aimerais lire. Ça parle de l'environnement de la démence, la façon que certaines conditions et phénomènes sont comprises et conceptualisés, forment les approches professionnelles au traitement et les perceptions socioculturelles de ceux qui les éprouvent, qui en souffrent. Donc, ce qu'on dit ici, essentiellement, de la façon qu'on perçoit et qu'on se forme des idées à propos de cela, a des répercussions énormes. Donc, l'étude a trouvé 3 thèmes majeurs en menant les entrevues avec des personnes souffrant de démence. Alors, tout d'abord, voyons si ceci fonctionne. Vivre avec le changement. Donc, les gens trouvaient qu'il y avait des changements constants dus à la perte de leur capacité cognitive, mais aussi des perceptions altérées dans l'environnement physique. Deuxièmement, ils cherchaient à s'adapter et gérer cette condition. Et aussi, troisièmement, l'impact alors, il démontre la résilience. Troisième thème dont on va parler sous peu, parce qu'on peut considérer le double effet de l'impact de l'environnement. L'environnement, il y a l'environnement physique, mais aussi les gens avec qui on interagit. Et beaucoup d'entre vous peuvent être familiers avec du docteur Kiwood, qui parle de la démence et à quel point c'est important d'une psychologie maligne sociale qui accélère le déclin neurologique selon la façon qu'on les traite. Converser avec eux comme s'ils n'étaient pas là, les ignorer, les infantiliser, les laisser marcher sans supervision, les objectiviser pendant leurs soins, imposer des choses. Il a exposé tous ces éléments comme étant des éléments qui enlèvent la personnalité des personnes qui souffrent de démence. Et il a aussi parlé de choses positives, réconciliation, collaboration, négociation, facilitation. La façon, il disait, dans le fond, la façon que les personnes agissent peuvent renforcer ou affaiblir la condition des personnes et qu'on devrait en être conscient. Alors, certaines personnes diraient, peut-être la citoyenneté serait un meilleur terme, qu'une personne est préoccupée par des droits, le contexte des relations, son contexte social. Être un citoyen, c'est faire partie de la communauté et être attaché aux éléments plus généraux d'une société.
Et il faut reconnaître ces éléments et les respecter lorsqu'on traite des gens qui souffrent de démence. Donc, le docteur a parlé de souffrance lors de la fragilité. Alors, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, sauf que les gens ont l'impression de vivre sur le bord du précipice constamment en vivant un déclin. Donc, c'est pas eux qui déterminent qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est leurs conditions qui déterminent ce qu'ils pourront faire. Alors, c'est cette façon de vivre avec un corps qui refuse de faire des choses et vivre autrement, trouver d'autres choses à faire et trouver aussi des façons d'avoir une purification et d'avoir une qualité de vie sont tolérés. Tout ça pour dire qu'il y a un livre qui a été rédigé en 1978 par Suzanne Sontag qui s'appelle La métaphore de la maladie et la réputation de cette maladie ajoutée à la souffrance de ceux qui en souffrent. Et ça s'applique à la démence. Sontag, à ce moment-là, disait qu'il y avait des métaphores émises par la société sur le cancer et sur la tuberculose, et ça causait... Ben, les patients avaient l'impression que la société était contre elle, et ça semble être vrai pour la démence. La démence a été perçue comme une maladie sérieuse, perte des mémoire, perte de fonction intellectuelle, perte linguistique, perte de contrôle et de lien avec les gens. Donc, tous des qualités de la condition humaine et peu d'attention a été portée sur la façon que la démence peut être aggravée par des interactions sociales venant des gens qui entourent ces personnes ou à ceux qui leur fournissent des soins. Alors, donc, il faut être très attentif. Nous, les personnes qui offront des soins, les personnes qui souffrent de démence, il faut être des modèles de négociateurs, de bonne reconnaissance. Il faut être respectueux dans nos traitements. Alors, regardons la qualité de vie de ceux qui souffrent de démence. Les personnes peuvent s'auto-rapporter et il y a des instruments qui peuvent évaluer. Ils peuvent même s'auto-évaluer. Ce sont des mesures qui sont plus ou moins précises pour mesurer les capacités cognitives, mais elles peuvent être mesurées auparavant. On se fiait sur des rapports donnés par des professionnels, des collègues, et ils sous-évaluaient la condition comparée à ce que la personne aurait elle-même déterminé. Alors, à moins d'avoir les rapports de quelqu'un d'autre. En général, ceux qui avaient le moins de stress ou de détresse sur la condition avaient tendance à mieux évaluer le niveau de la qualité de vie. Ce que j'ai constaté comme chose prometteuse sont des études sur les personnes vivant bien avec la démence. Voici une étude de 2018 auprès de 37 000 personnes, même plus. Dans ces études, on a regardé des facteurs pour lesquels il y avait assez de données pour montrer les éléments associés à une bonne vie. L'engagement social figure parmi les premiers éléments sur la liste. Ce n'est pas nécessairement la cognition, des bonnes relations avec l'aidant familial, des croyances religieuses ou spirituelles et l'évaluation de la santé par les aidants. Des facteurs importants, mais un peu moins. Être capable de fonctionner, les habiletés, la capacité de vivre dans la communauté
et de vivre dans des unités spécialisées pour la démence qui donnent plus de liberté. Des éléments négligeables sont des résultats de tests cognitifs et des fonctions de mémoire auto-évaluées. Ce sont des choses importantes à tenir compte lorsqu'on pense à la qualité de vie pour les personnes vivant avec la démence. Il y a maintenant des communautés conviviales à la démence ou des villages favorables à la démence. Ça s'appelle ici Hogweg. Je m'excuse de la prononciation du néerlandais. C'est un concept assez intéressant des Pays-Bas. Il est possible de déambuler à l'extérieur, de jardiner, d'aller faire des emplettes. Il est possible d'aller prendre un verre de vin. Il est même possible de participer à la confection des repas. Personne ne porte d'uniforme. Il est possible de se promener librement. Je n'ai pas visité ce village, mais selon ce que j'ai entendu, on s'occupe de toutes les dimensions de la démence. On peut évidemment voir des personnes atteintes de démence ici qui ont un niveau de fonctionnement assez grand. La stratégie canadienne pour la démence montre que 50 des personnes se sentent mal à l'aise à interagir avec quelqu'un atteint de démence. Donc, nous pouvons bâtir ces villages, mais il faut de l'intégration communautaire parce qu'il y a bon nombre de personnes atteintes de démence qui vivent dans la communauté. Nous avons besoin de personnes qui peuvent aider les personnes atteintes de démence à mener une bonne vie dans la communauté en ayant des enseignes claires, un transport accessible et des entreprises, des services gouvernementaux qui sont conscients des réalités de la démence. Il s'agit d'un travail évolutif, évidemment. Que peuvent faire les soins palliatifs pour la démence? Notre plus grand impact en soins palliatifs serait d'aider les personnes à maintenir leur qualité de vie en gérant les symptômes et en aidant à rétablir et maintenir le fonctionnement. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de recherches à cet égard. En 2019, lors d'une révision systématique qui se penchait sur les domiciles ou les résidences pour personnes avec démence, on voit une réduction de comportements dérangeants. Mais il y a de grandes lacunes parce que nous avons tendance à regarder les gens avec toutes sortes de maladies et c'est très difficile de démêler tout ça. Est-ce que nous pouvons aider à soulager les interventions lourdes? Est-ce qu'on peut regarder les obstacles d'accès et un manque de consensus sur la mesure des résultats? Au Canada, le problème que nous avons, voici des données CAHI dans les soins de longue durée. Regardez combien de personnes ont des dossiers d'interaction avec soins palliatifs, 13 avec des cas de cancer et sans cancer, 9 Donc, c'est un grand problème parce que c'est là où aboutissent la plus grande part des personnes atteintes de démence. Les personnes atteintes de démence tombent entre les mailles du filet à cause du diagnostic. Si vous regardez la démence, on voit que les soins pour la démence n'ont pas beaucoup recours aux soins palliatifs. C'est un défi important à surmonter. Quelles sont les choses qui posent des obstacles à la qualité de la vie? Autrement dit, comment les soins palliatifs peuvent aider à la qualité de vie? Voici une étude de 2019 auprès de 6200 personnes. L'étude a révélé que la dépression, des maladies à grande détresse avec des symptômes neurologiques, la perte de fonctionnement et la douleur étaient les facteurs les plus importants qui posaient obstacle à la qualité de vie. Les personnes atteintes de démence qui avaient une bonne gestion de la douleur avaient une meilleure qualité de vie que ceux et celles qui n'avaient pas de traitement de douleur.
Il faut songer à ces questions. Nous mettons l'emphase avec les évaluations par procuration. Les personnes avec procuration se concentraient sur les comportements négatifs. Par exemple, l'agitation, l'irritabilité, et ainsi de suite. Et ces personnes qui avaient la procuration ne regardaient pas les autres symptômes comme la douleur. Les personnes atteintes de démence ont de la difficulté à communiquer leurs symptômes. Je vais maintenant m'attarder à la souffrance ou la douleur. Vous connaissez sans doute à l'adage, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais Nietzsche ne parlait pas de souffrance physique. Mais quoi qu'il en soit, ça ne nous empêche pas à créer ce mythe qui va souvent tromper les gens. Selon les études populationnelles en Amérique du Nord et ailleurs au monde, on voit une plus grande prévalence de souffrance chronologique chez les adultes de plus de 65 ans. Ainsi, c'est la même chose pour la douleur neuropathique. La douleur et la souffrance a une incidence sur la mortalité. Nous l'avons prouvé à plusieurs moments. Selon une étude longitudinale sur le vieillissement au Royaume-Uni, si des personnes avaient de la souffrance qui interférait avec le fonctionnement, les personnes mourraient plus rapidement. Nous avons tendance à nier que la douleur tue, mais c'est la réalité. Pour ceux et celles en soins palliatifs, c'est quelque chose de plus évident. Les patients de tous les âges vont être touchés par la souffrance, ce qui a une incidence sur les activités quotidiennes et peut créer ce cercle vicieux où il y a une augmentation de la dépression et ainsi une augmentation de la douleur débilitante. Ça se produit plus rapidement chez les adultes plus âgés, probablement par le manque de réserve. Il est plus difficile donc de tolérer la souffrance. Ce que nous apprenons maintenant, c'est qu'il y a une altération des systèmes nerveux périphériques et centraux dans le système de gestion de la douleur. Il y a une dérégulation de l'axe HPA, ce qui amène ce cycle d'une perception altérée de la douleur, une augmentation du stress, et ainsi de suite, et une exacerbation de la fragilité. Une étude intéressante en JAMA Internal Medicine en 2017. L'étude portait sur 10 000 adultes vivant dans la communauté et la douleur est associée à un déclin de 10 plus rapide du fonctionnement. Ainsi, ces personnes avaient de plus en plus de difficultés à gérer leurs tâches quotidiennes. Il faut considérer la douleur comme un facteur de fragilité. Et en tenant compte de la douleur, il faudrait avoir une perspective élargie lorsque nous évaluons et traitons les personnes âgées avec de la douleur persistante. La douleur ne doit pas être considérée comme un symptôme isolé, mais la douleur doit être considérée comme un état qui peut augmenter la vulnérabilité aux stresseurs et peuvent empirer l'état de santé. L'inflammation neurologique, je pensais toujours que les anastrocytes et la microglies étaient là pour bourrer. Et ce qu'on apprend dans la formation médicale, que c'était juste du remplissage autour des neurones, et ce qui provoquait des tumeurs. Maintenant, nous réalisons à quel point ces éléments sont importants et influencent la réponse des neurones. L'inflammation neuronale peut protéger à court terme, mais à long terme, l'inflammation neuronale, selon les données probantes, peuvent contribuer comme facteur pathologique à plusieurs maladies neurologiques, comme les syndromes de douleurs neurologiques et d'autres
atteintes au cerveau. Regardons comment la douleur touche les personnes atteintes de démence. C'est une étude qui remonte un peu, mais on répète le même thème. Si une personne est atteinte de démence, cette personne va moins probablement recevoir suffisamment d'analgésiques. C'est un peu lié à la difficulté d'évaluer la douleur chez les personnes qui ont des troubles cognitifs chroniques. Il y a une application intéressante qui s'appelle Pain Check, vérification de douleur, qui va filmer le visage pendant 10 secondes. Il y aura une évaluation du code de visage. On demande à la personne d'agir de certaine façon pour établir une évaluation globale de l'intensité de la douleur. Cette application n'est pas gratuite. Elle est protégée par droit d'auteur. Elle est seulement vendue à des établissements. Mais je pense que des humains avec un bon sens de l'observation peuvent réaliser la même chose que n'importe quelle application d'intelligence artificielle. Quand on pose la question, éprouvez-vous de la douleur? C'est un concept abstrait. Est-ce que vous avez de la douleur en ce moment? Souffrez-vous maintenant? Est-ce que vous pouvez prendre différents synonymes pour la douleur? Parfois, il y aura des antécédents de douleur, parfois pas. Je me fie aux rapports verbaux du personnel et des aidants naturels. J'aime avoir de l'information sur les comportements normaux et les comportements altérés avec la souffrance. Nous avions un type qui avait une fracture de compression. On pensait que c'était bien parce qu'il déambulait, on pensait qu'il est en réadaptation, mais chaque soir, il se plaignait à sa famille qu'il était en grande souffrance. Ce que nous avons réalisé, quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est confortable, et on m'a répondu qu'il reste assis, il regarde la télévision. Donc, nous avons réussi à gérer sa souffrance assez pour qu'il puisse rester assis et regarder la télévision. Il a arrêté de se plaindre de la douleur. Donc, ce n'est pas nécessairement le comportement. C'est quels sont les signes de détresse que la personne manifeste et comment pouvoir suivre ces éléments par différentes activités du quotidien. Ce faisant, c'est un peu comme restituer un casse-tête. Vous avez toutes sortes de rapports, des antécédents de douleur et toutes sortes de choses qu'on peut rassembler et décider s'il y a des preuves que la souffrance va créer le comportement de détresse qu'on observe. Si c'est le cas, on peut faire des essais avec des opioïdes. Il y a eu des études très intéressantes sur une utilisation de traitement de la douleur auprès de patients. Si on regarde les données probantes avec les études avec des opioïdes, il y a une très bonne étude selon laquelle les chercheurs ont utilisé un régime de base de gestion de douleur. On a fait prendre l'acétaminophène, et ce n'est pas l'acétaminophène, c'était la morphine, morphine et ibuprofène ou des timbres. Les chercheurs ont mesuré l'agitation des patients au fil du temps. Il était assez clair qu'après la semaine 8, les personnes qui étaient dans ce protocole par étapes pour la gestion de douleur avaient beaucoup moins d'agitation. Ensuite, on a interrompu le traitement. On peut voir l'agitation après la semaine 8 qui a commencé à revenir. On m'a dit, eh bien, on ne sait pas si ces personnes souffrent, si elles ont de la douleur. Eh bien, on ne peut pas ouvrir la tête d'une personne et déterminer si ces personnes ont une molécule de schizophrénie ou un autre biomarqueur pour ça, mais on peut faire des traitements en fonction du comportement. Donc, il serait tout à fait logique d'utiliser cette approche. Je vais continuer, même s'il commence à me manquer de temps. Je vais vous parler d'approches pharmacologiques, mais on ne parle pas nécessairement d'approches non pharmacologiques ces temps-ci. C'est bien pour la glace,
et pour autre chose qui fonctionne bien et pour lesquelles on n'a pas besoin de fonctionnement cognitif. Mais pour la relaxation et le traitement cognitivo-comportemental, il faut des fonctionnements cognitifs intacts, donc ce n'est pas nécessairement utile. Mais il faut toujours considérer les interventions non pharmacologiques. Il y a aussi le traitement interventionnel, ce qui est sous-utilisé surtout dans les soins de santé longue durée, lorsqu'on oublie les épidurales, lorsqu'on oublie les vertébroplasties et autres choses fort utiles. En 2009, la Société de gériatrie des États-Unis avait publié les recommandations sur la gestion de douleurs persistantes. Une observation importante, tous les patients avec une souffrance modérée à grave, avec un fonctionnement atteint, devraient être considérés pour un essai d'opioïdes. Si l'acétaminophène ne fonctionne pas, il faudrait considérer le traitement par opioïdes, par NSAID, ce que Dr. Moore a aussi affirmé. Mais depuis cette époque, nous avons eu la crise soi-disant d'opioïdes. Je l'appelle plutôt un empoisonnement de l'approvisionnement de drogues illicites et un débordement du traitement de douleur. Je pense que la crise d'opioïdes a eu des effets collatéraux énormes sur la gestion de douleur chez les adultes plus âgés. Nous sommes concentrés beaucoup sur le médicament au lieu de regarder les racines historiques d'inégalités socio-économiques dans la société, le manque de soutien institutionnel pour la toxicomanie. Nous sommes concentrés juste sur la drogue ou le médicament. Des résultats de grandes études ont essayé de mettre le blâme sur les causes plutôt que la corrélation. J'aimerais surtout parler d'une étude publiée en 2018. C'est un article souvent cité. Et l'interprétation, c'est les résultats ne soutiennent pas de l'initiation de traitement à l'opioïde pour des douleurs au dos, aux genoux, à la hanche, modérées à graves. Regardons la science derrière cette étude. Je ne sais pas si quelqu'un veut contester ici, mais on peut en parler dans le couloir. Mais l'âge médian était 58, donc il s'agissait d'adultes âgés. Seulement 13 étaient des femmes qui a plus de souffrance chronique. Il y avait de la dépression modérée dans les deux groupes. Les notes ou les évaluations médianes de douleur étaient de 5 sur 10. Donc, la moitié avait de la douleur de moins de 5 sur 10. Ce ne sont pas des personnes qu'on administrait des opioïdes de toute manière. Le groupe sans opioïdes avait la possibilité d'utiliser le tramadol. 10 ont consommé du tramadol. Ça me fait bien ricaner, mais tout le monde cite cette étude. On n'a pas fait de distinction entre la douleur mécanique et neuropathique. Et le groupe qui recevait des opioïdes avait un fonctionnement supérieur. Et c'est très inhabituel. Habituellement, les personnes auxquelles on administre des opioïdes ont des maladies plus graves et des niveaux de souffrance supérieurs. On ne s'en servait pas pour traiter la douleur chez les personnes plus âgées. La Société gériatrique des États-Unis a sorti en 2019 en affirmant que les lignes directrices du CDC et autres lignes directrices scientifiques ont des recommandations qui réduisent l'accès à une bonne gestion de douleur pour les personnes âgées fragiles. Il faut considérer la souffrance de ces personnes. Il faut les considérer comme des personnes équivalentes des personnes qui ont une maladie terminale et qui devraient recevoir des soins palliatifs. Or, ils n'ont toujours pas changé leur ligne directrice. Fait très important. Je dois conclure. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a bon nombre d'études qui démontrent que les opioïdes sont efficaces. Or,
Si nous regardons ici, il y a une baisse dans l'ordonnance des opioïdes et on voit l'administration d'opioïdes à des âges plus avancés. On voit ce qui arrive avec la souffrance. Mais beaucoup de personnes n'obtiennent pas des traitements antidouleurs qu'ils mériteraient. J'aimerais souligner, et vous le savez sans doute, que les opioïdes ne sont pas tous pareils. Il y a cette étude italienne très intéressante où on a attribué de façon aléatoire des opioïdes. On peut voir que la morphine démontre la confusion grave plus constante. Mais tout ceci pour dire que les opioïdes diffèrent beaucoup l'un de l'autre. Lorsqu'on considère les opioïdes chez les personnes âgées et fragiles, il faut penser à leur EGFR parce que les opioïdes sont presque entièrement excrétés par les reins. Il faut penser à ce qui ne fonctionnait même pas avant et mettre ça de côté. Il n'y a pas d'opioïdes métaboliques actifs qui sont meilleurs. Il faut commencer par des petites doses et augmenter progressivement. J'ai modifié ces diapos pour tenir compte d'un élément important. Lorsque vous citez une personne qui a un comportement neuropsychiatrique, normalement, il y aura toutes sortes de neuroleptiques administrés et d'autres traitements de gestion de comportement. Si vous commencez un traitement aux opioïdes, vous devrez interrompre d'autres dépresseurs. Autrement, vous allez constater que certaines personnes sont très sédatées. Ça doit être la faute des opioïdes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est parce que l'opioïde va enlever la douleur, mais il y aura d'autres médicaments dépresseurs inutiles. Je dois m'arrêter ici, mais je vous remercie beaucoup de votre attention. Speakers. We don't have much time. We've only got 5 Il ne minutes. nous reste pas beaucoup de temps pour des questions. Nous avons seulement 5 minutes. Peut-être que nous pouvons empiéter sur la pause de 5 minutes. Si vous préférez quitter, n'hésitez pas. Mais pour ceux et celles qui souhaitent rester pour la période de questions, nous allons prolonger la période de questions de 5 minutes. Nous allons commencer par une question en ligne. Si la plus grande cause de fragilité est liée à une pathologie cardiaque sous-jacente, ce qui peut être amélioré par une procédure, une chirurgie cardiovasculaire, est-ce qu'il y a encore un risque de mortalité 25 fois plus élevé? Dr. Morehouse? Dans l'étude, c'était une comparaison de la présence et l'absence de fragilité. Les chercheurs se sont penchés sur la mortalité, mais il y avait aussi un point final qui examinait la morbidité. Le même hôpital avait pris l'évaluation de fragilité avec l'application. Il était possible de voir le degré de fragilité. On pouvait déterminer si c'était la mobilité, les fonctions cognitives ou autres éléments qui déterminaient la fragilité. Et on s'en est servi en regardant les différentes chirurgies cardiovasculaires. Les chercheurs ont constaté que si une personne était fragile à cause de la mobilité, les résultats après la chirurgie cardiovasculaire étaient améliorés que si c'était une fragilité causée par le fonctionnement cognitif. Ça nous aide à comprendre d'avoir une évaluation de fragilité multidimensionnelle peut aider à personnaliser l'intervention à la personne. Ce n'est pas seulement une évaluation de présence ou d'absence de fragilité ou le degré de fragilité, mais de savoir quel est le facteur de fragilité, de savoir quel sera l'impact de l'intervention sur la fragilité. L'étude originale avec l'augmentation de 25 fois la mortalité et de Lee et collègues, si jamais vous cherchez l'étude. À quel point nous devrons être francs avec les patients et les familles sur la grande probabilité d'un rétablissement incomplet sur le plan de la fragilité. Probablement que moins de patients auraient recours à des soins, sachant que leur fragilité pourrait être augmentée.
Voici une bonne façon d'aborder la question. Il faut demander aux patients et les familles de déterminer s'il y a déjà eu ce déclin par étapes lié aux crises aiguës de santé. S'il y a déjà eu une expérience de ce rétablissement incomplet, c'est plus facile de faire accepter l'idée qu'il y aura un nouveau niveau de base après une procédure. Et la fragilité peut s'aggraver. Il faut aussi voir que les personnes avec la fragilité n'existent pas de façon isolée. Ces personnes sont dans une communauté et ces personnes sont dans la communauté à cause du réseau de soutien. Et regardez la durabilité de ce soutien au détriment des aidants et d'offrir du soutien aux aidants afin de savoir à quoi s'attendre, ce qui peut avoir un effet significatif. Suzanne Mitchell a une étude intéressante qui se penche sur la progression de la démence. Elle a constaté, lorsqu'il y avait une intervention pour éduquer les aidants sur les attentes quant à la progression de la démence, il y avait un prolongement médian de 18 mois avant qu'une personne soit référée à des soins de santé longue durée. C'est meilleur que n'importe quel inhibiteur de stress. Un peu comme la présentation de Dr. Brisebois, qui aidait les personnes à se préparer aux complications d'une maladie hépatique terminale. Il faut valider l'expérience des aidants et permettre aux aidants d'avoir une bonne compréhension de ce à quoi s'attendre, ce qui peut être utile pour la pérennité de leur rôle d'aidant. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut pas nécessairement dire les choses trop directes. Parfois, il est possible de se rétablir, mais si vous êtes vraiment prêt à écouter l'expérience de la maladie, vous allez peut-être avoir une bonne façon de livrer la nouvelle. Mais il ne faut pas oublier ceux qui contestent, ils ont le droit de gérer de leur propre façon. Il faut aussi offrir des soins à ces personnes. Certaines personnes vont bien se porter ou parfois, ces personnes qui refusent des soins vont peut-être se mettre à dos leurs aidants. Quels agents pharmacologiques suggérez-vous pour gérer les délires dans le contexte de la démence? Est-ce que vous avez parlé d'agents non pharmacologiques? Non, des agents pharmacologiques. Ce serait merveilleux si on n'avait pas besoin à utiliser des agents pharmacologiques. Je me souviens de toutes les choses qu'on doit faire pour l'environnement des gens, surtout dans les soins aigus. Mais ça peut être très difficile, surtout pour les personnes atteintes de Parkinson. Il peut y avoir des contre-indications pour certaines personnes. J'ai toujours utilisé des très petites doses et je crois qu'il est possible d'expliquer la réalité à la famille afin que la famille ne soit pas agitée parce que ça peut vraiment exacerber le comportement des proches. Je vais ajouter qu'en aidant le soignant aussi à avoir une bonne nuit de sommeil est une partie importante de la gestion de la qualité de vie, puis les symptômes à domicile. Donc, s'il y a une agitation nocturne qui dérange ou affecte le sommeil du soignant, je pense que c'est un signe sur lequel il faut porter attention et considérer des agents pharmaceutiques lorsque les agents non pharmaceutiques ne fonctionnent pas. Maxime voulait nous informer d'un cas, si elle veut bien venir au microphone. En formation, on nous a dit de ne pas utiliser l'évaluation cognitive, c'est les patients hospitalisés. Quoi faire si on n'a pas de ligne de référence, si on n'a pas cette ligne pour évaluer le patient hospitalisé? L'outil le plus puissant
en médecine, c'est le téléphone. Donc, il faut en trouver un, le prendre et appeler l'historien collatéral et leur demander quelle a été, quelle était la condition de cette personne au cours de la dernière année, au cours des derniers mois, et essayer de comparer ça. Et des affaires simples comme bon, la gestion de ces médicaments, ces opérations bancaires conduire. S'il y a des problèmes au niveau de la cognitivité, on va peut-être voir où. Et souvent, lorsque j'ai l'historique de la personne, je ne détermine pas seulement qu'ils ont la démence, mais aussi à quel stade, à quel niveau. Et même si vous avez une évaluation pour accompagner cela, c'est pas aussi bon qu'un diagnostic qui se base sur l'historique et le passé. Oui, on a tous rencontré des patients qui ont un pointage sur une évaluation, mais ils sont complètement incapables de vivre seuls. Donc, ça, il faut en tenir compte. Et aussi, il y a des membres de la famille qui nient que leur bien-aimé a des problèmes, et cela peut être étonnant, mais cela a lieu. Donc, le collatéral, l'observation, et aussi demander aux gens, parce que souvent, les gens vont dire, bon, non, c'est sûr que j'ai plus de difficultés aujourd'hui comparé à avant. Maxime Langer, soins palliatifs. Je viens de l'Australie, Tasmanie, alors je suis venu de loin. J'aimerais que mon observation reste privée. Je suis venu à cette conférence. J'ai dû passer une semaine à New York pour aider une tante qui est dans un état de fragilité, qui vit seule à New York. Et Dr. Moore, j'ai été touché et impressionné par votre présentation. Ma question pour vous, comment on commence à changer la culture, celle de l'unique médecin avec un patient qui a de la difficulté à sortir du lit. On l'a cédulé pour un mammogramme, colonoscopie, cataracte. Alors, comment faire en sorte que tous ces professionnels se parlent et comment changer la culture qui utilise toujours les mêmes techniques pour soigner les gens. Il y a un changement qui a lieu un peu en Australie. Oui, merci pour ce commentaire et cet exemple parce que ça arrive fréquemment. On a toutes des expériences vécues avec un membre de la famille en état de fragilité ou un ami et on pense à mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec cette personne? Au moins en Amérique du Nord, on se préoccupe plus du cycle de fragilité. Et on peut comprendre que bon, une intervention peut être bonne pour un organe ou une partie de la santé, mais est-ce que ça va améliorer la condition générale? Et bon, mais ça découle de la procédure en médecine générale, mais ici, c'est le moment où les yeux du spécialiste doivent s'ouvrir et dire, bon, ben, on a réparé les artères, les yeux, mais
Il faut encourager des soins prodigués en équipe et considérer l'état général au lieu de certaines particularités de la santé. Oui, je appelle ça des soins qui se concentrent seulement sur certains organes. Et ça me rend folle parce que ce qui arrive souvent avec des physiciens responsables, ils soignent l'organe, mais ils ne soignent pas la personne. Et j'ai connu une expérience similaire avec un voisin qu'on connaissait depuis plusieurs années. J'ai trouvé beaucoup d'aide du gériatre qui faisait des visites à domicile parce que souvent, les gens, quand ils viennent à votre bureau, semblent être bien, à moins d'être très attentifs. On ne remarque pas une tache de sel sur le vêtement et surtout aussi à la maison, même s'ils disent, bon, mais ils ne comprennent pas à quel point ils sont malades, pour que les gens sachent quoi faire. On est en mesure de maintenir notre voisin à la maison. Elle habitait cette maison depuis l'âge de 8 ans. Elle en est sortie à l'âge de 80 ans. On l'a sortie dans un cercueil. Elle a pu y vivre, même si elle souffrait, parce qu'elle était familière avec son environnement. Et la familiarité dans son environnement peut, combinée à l'aide, peut créer une différence et des gens vont en profiter et peuvent vivre plus longtemps. Merci. On a dépassé le temps alloué. Il y a beaucoup de questions encore qui ne sont pas répondues, mais je vous invite à rencontrer les conférencières lors de la pause et on va recommencer à 3 heures. I bet I'm not. It's hard when we start late, right? It wasn't. We were waiting like half the people were here too, so we were kind of like, well, should we give it a couple minutes?